Alors, c'est le temps de la table ronde. Là, c'est le bon moment. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à vos questions. Ils sont là pour vous. Alors, laissez-vous aller. Ça en prend toujours un pour casser la glace. Peux-tu poser une question à mon collègue? Bien, certainement. J'aimerais, Guillaume, que tu reviennes sur Trash Humpers. C'est un film que les gens n'ont pas vu nécessairement, mais j'aurais une question sur... Peux-tu répéter ce que tu en as dit au tout début? Puis j'aurais une question par la suite sur le film. Oui, ben en fait, je vais vous passer le résumé le contexte dramaturgique, si on peut dire, de Trash Humpers, mais j'ai dit entre autres que c'était un film qui était en fait tourné avec une vidéo, une vieille caméra vidéo VHS, qui volontairement est une suite de tableaux. Où on a l'impression, d'un tableau à l'autre, qu'on arrive au cœur de l'action tout de suite. Je mettais en parallèle ce film-là, le paradoxe, c'est que Trash Humpers est sorti en 35 mm, même s'il est tourné en VHS. C'est comme une... Et en ce sens-là, c'est comme une réflexion sur ce que pourrait être notre rapport à la vidéo telle qu'elle apparaît sur Internet maintenant. C'est-à-dire, on est au cœur de l'action, dans des courts clips comme ceux qu'on voit sur YouTube. Et au niveau de la typologie des plans, de la dénonciation, on est dans une simplicité qui me rappelle en fait presque le point de vue de quelqu'un qui est un zombie. C'est-à-dire on fait un film, on ne pose pas trop la question de l'angle de caméra, entre autres. Parce que moi, quand j'ai vu ça, il y a certains, j'imagine qu'on est dans un public d'art visuel majoritaire, qui connaissent le travail vidéo et installatif de Mike Kelley. Donc, si jamais, par exemple, Antitube avait la bonne... Ce serait intéressant de comparer les deux, parce que moi, quand j'ai vu Trash Humpers, j'ai tout de suite pensé au travail de Kelley. Puis je me suis dit, ici, il y a une... Parce que je te relance là-dessus, parce que tu as parlé de perte de mémoire par rapport à ce film-là, alors que moi, quand je l'ai vu, je dis, oui, il y a une perte de mémoire. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui ne connaissent pas Mike Kelley. Et Harmony Korine a fait un film qui est tellement influencé par le travail de, disons, dépressif, je ne sais pas, c'est une critique, socio-critique de Mike Kelley, qu'il y aurait vraiment une rencontre à faire entre les deux œuvres. Ça, c'est une proposition de programmation. Là. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une réflexion à faire sur l'influence de Kelley, à la limite sur même toute l'œuvre d'Harmony Korine, parce que... il me semble que même à Gomo, une espèce d'obsession pour la marginalité ou je sais pas. Oui, déjà dans Gomo, en fait, ils s'intéressent à les mœurs en banlieue américaine, vraiment à travers le portrait de personnages qui sont plus ou moins des jeunes mis à l'écart, là, des jeunes marginaux qui sont en train de se brûler pratiquement. C'est pratiquement des jeunes has-been. Ouais. Il y a, à ce moment-là, dans son premier film, Gomo s'est tourné quand même de manière très belle visuellement, avec d'ailleurs le directeur photo de Léos Carax, Jean-Yves Écoffier. Mais après, à partir de... En fait, il n'a pas fait beaucoup de films, là, mais... Disons, le film suivant, Julian Donkey Boy, qui se revendiquait film du dogme, là, de Lars von Trier, et déjà une œuvre vidéo qui tranchait avec l'esthétique qu'il avait mis de l'avant dans le premier film. Et il y a un désir chez lui de mettre en rapport son sujet de fiction, donc essentiellement des personnages qui sont des laissés pour compte, des has-been. Son troisième film, c'est Mr. Lonely, des gens qui se prennent pour des stars. En fait, c'est un film avec des sosies de Chaplin, qui sont joués par des acteurs, là, mais des sosies de Chaplin, de Marilyn Monroe et de Michael Jackson qui se réunissent dans une sorte de château. Ce troisième film-là est bien tourné, mais il y a toujours l'idée de faire un portrait. Est bien tourné. C'est curieux, ça. Tourné dans des modalités classiques, plus que Julian Donkey Boy, qui est davantage low-tech. Mais il y a toujours l'idée, en tout cas, qu'on trouve dans Julian Donkey Boy, qu'on retrouve de manière encore plus radicale dans Trash Humpers, qui est de mettre en lien le
le support cinématographique avec lequel on va capter, donc cinématographique ou vidéographique avec lequel on va capter la fiction, et le type de personnage que l'on montre. Donc, et là, tourné avec une vieille caméra VHS, des personnages déguisés en vieillards qui font des mauvais coups la nuit, en suggérant que le film a été retrouvé dans une poubelle. Il y a une cohérence là, entre les personnages qu'on montre et le support qu'on utilise pour les montrer. Puis pour la proposition de programmation, ben, on évitera peut-être un programmateur qui a de bonnes idées. Lisanne. Un commentaire, j'ai beaucoup aimé le travail de mémoire de l'histoire, de se rappeler, de donner crédit à des individus, de dire ton côté chauvin québécois. Ton lien aussi, juste pour une dog de l'UQAM, effectivement, tu m'as fait réaliser des choses sur le plan de l'espace-temps. Et deuxième volet de mon commentaire question, j'aurais aimé que tu réagisses à l'intervention de Branca au sujet de ce temps linéaire, circulaire. J'aurais aimé voir ta réaction par rapport à cette proposition de réflexion. C'est-à-dire que cinéma comme mouvement de caméra, puis même parce que, mais Branca était très lié à dans son analyse, était très lié à mon avis à la vidéo d'un point de vue dans l'immersion. Elle m'a parlé d'immersion, d'installation, d'un point de vue de plasticienne, qui utilise la vidéo d'un point de vue plastique, ben, pas plastique, mais qui dans une spatialisation de la projection. Parlons bref. Là. Et donc, moi, oui, je dis oui, oui, bien sûr. À partir du moment où on met deux écrans dans une salle noire, il y a une certaine forme d'immersion, mais surtout si on filme des poissons. Mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de recherche de spatialisation existe dans et surtout les plus intéressants travaux en vidéo, sont justement des artistes qui réfléchissent à cette mise en espace et qui ne sont pas seulement que des simples projections, où on a vraiment accès à une vidéosculpture, ce que je trouve ça plus intéressant à mon avis, ou à une scénographie de la vidéo qu'à une simple projection en salle, à moins que le sujet, c'est une juxtaposition de deux choses antagonistes, l'oblige absolument. À mon avis, si je veux de l'immersion, moi je préfère voir un spectacle de VJ avec 5 écrans, avec une musique qui m'environne, puis où j'oublie tout ce que j'ai fait sur Terre jusqu'alors et après. Et donc, c'est ça. Mais oui, il y a ce travail immersif qui est plus difficile à faire en cinéma parce que la machine est casse. Donc, il y a des installations cinématographiques qui existent, mais c'est sûr que la vidéo, la polyvalence de la vidéo sert dans ces cas-là. La question était par rapport à la temporalité, linéarité qui serait associée, si je traduisais ta pensée, Branca, au cinéma, et la circularité qui serait davantage associée à la vidéo. Par rapport à cette temporalité, plus qu'à la mise en espace. Ben, moi, je posais la question à Branca parce que pour moi, c'est pas nécessairement l'un n'est pas. On pourrait réfléchir et essayer de trouver des exemples de circularité au cinéma et de linéarité en vidéo aussi. Et que la vidéo permet, c'est sûr que la vidéo permet, dans le travail même de l'image, des choses qui sont non linéaires. Mais ça dépend quelle forme de discours, quelle forme d'œuvre on veut produire. Comment est-ce que je peux... C'est parce que là, on rajoute des discours de cinéma expérimental, l'expérimentation sur la forme, etc. Alors que, enfin, j'ai pas réfléchi beaucoup à ça, je pourrais le faire, mais il me semblait que le thème de notre événement ici ce matin, c'était la narrativité. Donc, j'essaie de voir comment la vidéo aide le cinéma à raconter des histoires. Mais je pense que cette question de linéarité, circularité est déterminante justement du point de vue de la narrativité. Oui. Comment c'est-à-dire, le boucle, ce que j'ai senti dans beaucoup de
des travaux ou d'installations vidéographiques, c'est cette boucle qui, à cause de la répétition, finalement, provoque un sentiment d'arrêt. Hein. Ça comme fixe beaucoup plus que quand on a un développement linéaire. Donc la circularité amène ce genre de... Ça nous amène presque vers une fixité de l'image. En tout cas, c'est ça que j'ai senti dans beaucoup de travaux vidéographiques. Et je trouve qu'on peut l'observer. Finalement, où je voulais venir, c'est que pour moi, souvent les installations, et surtout les installations réussies, dispositifs vidéographiques, fonctionnent comme une image. Ça veut dire comme un genre d'équilibre et déséquilibre des éléments, plutôt que... Et je ne m'intéresse pas autant à un côté narratif et quand je suis en train d'écouter un film ou de regarder un film, c'est toujours, malgré toute ma fascination pour la complexité de cinéma, c'est toujours, en tout cas pour moi, sur un plan personnel, c'est toujours l'histoire qui compte. Et ce genre de l'histoire qui se développe devant nous, avec laquelle on peut être aussi très à distance. On peut s'identifier, mais d'une autre manière. Donc, on peut s'identifier psychologiquement, émotivement. Mais je pense qu'en effet, pour moi, surtout l'installation vidéographique, c'est quelque chose qui est une expérience beaucoup plus, emballant pour... mais ce sont des affinités, certainement, et je ne suis pas un historien. Et c'est pour ça que j'ai comme... aussi mentionné que toutes mes analyses sont basées sur ce côté expérientiel de manifestation visuelle. Donc. C'est sûr que une des choses que la vidéo, même à la disparition du support, même physique de l'image, on parle du numérique, là, ce que ça permet la multiplication des points de vue. Donc à partir de plus en plus ça fait partie du monde dont parlait Guillaume, où de plus en plus d'images sont produites, puis il y a de moins en moins de monde il n'y a pas de moins en moins de monde, mais il n'y a pas assez de monde pour voir toutes les images qui sont produites. Mais on t'offre, par exemple, sur un DVD, différents points de vue de tournage. Dans un jeu vidéo, tu peux choisir des points de vue de caméra virtuelle. C'est une tentative justement de briser cette linéarité. Moi, je crois plus ou moins à ça parce que... je crois à ça. Ça existe. Je ne sais pas y croire, mais en termes de spectacle, je crois qu'il y aura toujours deux tendances. Deux tendances à je participe, donc je suis inclus dans un spectacle auquel on me convie, et d'autre part, il y aura toujours le petit enfant dans son lit qui aime se faire raconter une histoire par sa maman ou par son papa. Et ça, c'est indécrottable de l'expression artistique humaine, depuis l'épopée de Gilgamesh. Je veux dire, on aura toujours tendance à vouloir se faire raconter une histoire et la forme linéaire continuera à exister. C'est indécrottable. Je suis sûr on n'en sortira jamais, enfin, on n'en sortira jamais, mais que cet aspect participatif va se développer, certes, mais qu'en contrepartie, on aimera se faire prendre par la main, se faire raconter une histoire, facile ou pas facile. On aimera voir Inland Empire comme on aimera voir Avatar de James Cameron. Et c'est ça. Et on aimera se faire tout mâcher ou bien on aimera croquer un petit peu. Mais vous voyez, la vidéo, c'est un moment, mais la mise en espace, pour moi, c'est la mise en espace d'images. Je sais pas. Des fois, je vois des installations vidéographiques, j'ai juste l'impression que c'est de la photographie élaborée. Et donc, je ne vois pas de différence entre une photo de Jeff Wall puis une installation de Dan Brown. Excusez-moi, mais pour moi, c'est pas très éloigné. C'est une grande image qu'on m'impose, et il y a un côté un peu autoritaire là-dedans, puis c'est plus c'est en haute définition, par exemple, plus c'est troublant, tellement qu'il faut qu'il y ait d'autres intérêts dans l'image que simplement proposer une image de nature, de temps qui passe. C'est peut-être intéressant la première fois qu'on voit ces choses-là, mais à un moment donné, je pense qu'on est tellement confronté à des choses semblables dans les médias normaux qu'il y a une redéfinition de ce qu'est l'installation vidéographique qui doit être faite, à mon avis, mais ça c'est une opinion personnelle. J'en aurais moi une question. On voit bien que la vidéo a influencé le cinéma, que l'espèce de côté très démocratique, la vidéo qu'on a
en fait, nos petites caméras portatives qu'on peut sortir à tout moment influencent aussi ce cinéma-là. Le fait d'avoir envie de nous faire croire à des documentaires, quand dans le fond, c'est que de la fiction, les documentaires dont vous parliez, ça change ce médium-là. Vous qui en consommez beaucoup là, de films, je vous demanderais de lire dans l'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Est-ce que c'est heureux, surtout? C'est ce qu'il faut se demander. Moi, il y a quelque chose dont je suis quasiment sûr, c'est qu'à partir du moment où le spectacle se transforme de plus en plus dans ce qu'on appelle la haute définition, il y a donc une mise en spectacle du réel. Et donc, il y a une sorte de spectacularisation du monde et qui peut aboutir à des choses dramatiques aussi. Et je crois que des 11 septembre, on va en revoir souvent. Et des génocides aussi. C'est triste, là, ce que je ne sais pas, mais je pense que cette mise en spectacle du monde menace aussi la réalité vécue tangiblement dans la chair et les os des êtres humains sur la Terre. Et moi aussi, je vais aller un petit peu dans cette direction-là. C'est-à-dire que je trouve que plus en plus un genre de surplus de la réalité, que je vais peut-être formuler comme ça, nous amène vraiment vers la fiction. Donc, la fiction et la réalité se mélangent d'une manière, parce que même la télé-réalité, on assiste beaucoup, et au fond, plus que ça existe autour de nous, plus on se rend compte qu'il s'agit de la fiction. Donc, c'est comme un genre de situation paradoxale où tout ce qui est présenté comme la fiction est un genre de réalité, et la réalité, tout ce qui est filmé comme la réalité devient comme un genre de fiction. Donc, on est plus en plus dans ce genre d'osmose, ou ce genre d'amalgame assez troublant. Et je trouve que ça se passe en télé, ça se passe aussi en cinéma, ça se passe en production vidéographique, et probablement, on s'en va, selon moi, vers ce genre de hybride partout. Ouais, je peux peut-être ajouter, sans vouloir me prendre pour Nostradamus, en fait, juste en voulant parler de ce qui se passe maintenant. Souvent, quand on parle de l'avenir du cinéma, en fait, on essaie juste de nommer ce qui se passe maintenant, parce que c'est difficile de voir suffisamment de films pour avoir une idée exacte du lieu où se situe le cinéma en ce moment. Mais ce qui est clair, c'est que depuis 15 ans, il y a un mouvement qui s'est engagé auparavant, là, depuis une quarantaine d'années, qui s'est renforcé. Fabrice l'a bien décrit, en fait, avec la venue de la télé, dès la venue de la télé en particulier. Le cinéma opère une sorte de décentrement, et j'ai l'impression qu'en ce moment, si on regarde les films qui sont primés, sélectionnés dans les festivals, et tout le corporatisme du cinéma d'art et d'essai qui désigne les grandes œuvres actuellement, on voit bien que, il me semble, le cinéma, la production cinématographique joue le rôle d'un guetteur, en fait. C'est un peu peut-être ce que j'essayais d'expliquer dans ma présentation, qui est un peu finalement paradoxale dans sa posture, là. Je disais d'une part que Lynch est intéressant parce que il utilise en fait un matériau audiovisuel tout en faisant un pas de deux qui implique donc une posture critique des modes d'énonciation qu'on voit actuellement en général, là, et en particulier sur Internet, de l'audiovisuel, des modes d'énonciation de l'audiovisuel. D'autre part, je soulignais le fait qu'il fallait peut-être défendre une mémoire, une connaissance, évidemment, de l'histoire du cinéma, sans quoi on a l'impression qu'il y a une caméra qui a été posée là et qui est antérieure à la nature humaine. Donc, c'est comme une version de 2001 inversée, où tout à coup, la machine précède l'individu et on est sous l'emprise de la machine qui filme d'emblée. C'est pas quelqu'un qui a créé une machine et un regard, et puis après on est sous l'emprise de ce regard, mais carrément, il y a un regard qui... puisqu'on est dans une époque matérialiste, a remplacé Dieu et que serait la caméra. Donc la posture du cinéma, c'est justement de se déplacer de manière à créer, à ce niveau-là, la forme linéaire, elle est vraiment intéressante, donc créer des narrations linéaires en ayant un sens critique des autres, de plusieurs formes audiovisuelles auxquelles a accès le spectateur chaque jour. Donc proposer un montage, une mosaïque de ces images et y insuffler du sens.
La posture conservatrice que l'on voit dans le milieu de l'art et d'essai, elle est aussi ailleurs et dans la défense d'un certain cinéma qui privilégie la durée. C'est ce qu'on voit dans des films comme... quand je dis privilégie la durée, c'est en particulier le plan séquence. Ce qu'on voit dans des films comme ceux de Gus Van Sant, de Ceylan, de cinéaste turc, de Kiarostami aussi, le hongrois Bellatar. Il y a comme une filiation qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'avait fait entre autres Tarkovsky, qui est peut-être une manière de proposer ce qui fait la nature même du cinéma, entre autres, et qui est l'accès à une durée donnant une liberté au spectateur, c'est-à-dire lui permettant de prendre le temps de voir ce qu'on lui montre. Alors, c'est à la fois conservateur en un sens négatif, parce que peut-être que on qualifie plus rapidement les films comme des œuvres d'art lorsque ces années-ci ils proposent des fictions marquées par une prégnance de la durée. Mais en même temps, c'est une attitude conservatrice que je trouve assez légitime, dans la mesure où elle permet d'affiner, je dirais, la perception qu'on a des modalités même de la fiction cinématographique et des modalités même d'énonciation dans l'audiovisuel, au-delà du cinéma. Ouais, je continuerai en disant que finalement, c'est le propre de toute œuvre artistique qui marque, d'une certaine façon, c'est-à-dire d'ouvrir cette espèce de... Bon, on retrouve la notion d'œuvre ouverte, mais d'ouvrir sur des questions après qu'on les ait vues. C'est-à-dire que Tarkovsky fait ça, effectivement, avec ce procédé où il transforme le cinéma en art pictural, ni plus ni moins. Il crée des tableaux d'une beauté absolument incroyable. Tous les autres cinéastes dont tu as parlé se situent dans une sorte de continuité de ça. Mais quelque part, il pose des questions au fait de regarder, ces cinéastes-là. Pourquoi est-ce qu'on ne vous propose pas tout le temps des images aussi belles hein, et des histoires... finalement, est-ce que l'image et le son ne sont pas plus beaux que les histoires qu'on vous raconte? Pourtant, je suis en train de vous raconter une histoire, mais mes images sont encore plus belles que toutes les images qui n'ont jamais été faites. Il y a quelque chose de ce type-là, je ne sais pas. Et puis je me penchais 2 minutes sur les tableaux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, puis qui restent encore des tableaux célébrés, qui ont, même s'ils ont été faits au XVe siècle ou au XVIIe siècle, ils ont une énigme, ils possèdent une énigme. On parle du sourire de la Joconde, mais le sourire de la Joconde, c'est quoi ce crise de sourire-là? C'est pas que cette femme est d'une beauté à tout crin. Pourquoi ce tableau a fasciné autant? C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe en vérité dans ce tableau-là. On ne sait pas si elle est en train de sourire, on ne sait pas vraiment, c'est pas un vrai sourire non plus. Qu'est-ce que c'est? Peut-être parce qu'elle sourit éternellement. Peut-être. Mais en tout cas, c'est des œuvres qui posent des questions, un peu comme les pièces de théâtre de l'Antiquité, etc. C'est ces œuvres-là qui vont passer à travers le temps. Mais bon, savoir où va le cinéma, comment... C'est sûr qu'on voit des voix qui naissent, mais elles vont peut-être mourir demain. On pourrait parler du 3D dont on a parlé, mais c'est peut-être un feu de paille. Peut-être que dans 2 ans, tout va s'arrêter. Il n'y a pas de façon. Mais effectivement, ce courant-là est très fort et très intéressant, et même la durée cinématographique amenée par la vidéo. Parce que maintenant, on peut tourner en numérique et transformer ça en film. Donc, il y a des cinéastes, notamment Regadas au Mexique, Lisandro en Argentine, qui travaillent dans ce que j'appelle, moi, le slow cinéma, comme le slow food. Donc, il y a tout un courant de slow cinéma en ce moment, qui est en réaction à l'image télévisuelle, à l'image du clip, à l'image du jeu vidéo, etc., qui est c'est une position révolutionnaire, tout à fait. One Being, dont on parlait tout à l'heure. Et ça aussi, c'est un courant d'évolution, mais qui ne peut pas atteindre des masses énormes. Mais en ce moment, effectivement, dont on parlait, une des zones de résistance, c'est de faire un cinéma à la fois picturalement très beau, mais c'est de plus en plus facile. C'est dur à dire, mais dès qu'on dépense plus que 2000 $, même sur un appareil photo, on est capable de faire des vidéos super belles. Donc, c'est ça aussi la réalité de 2009. Hein. Et donc, peut-être cette cutitude du monde va disparaître aussi. Et peut-être que Trash Humper, c'est une œuvre tout à fait novatrice. Je ne sais pas. Moi, je vais vous poser aussi à tout le monde et à
collègue aussi la question, je pense qu'on revient beaucoup quand même à cette question de la temporalité ou un genre d'extension de temporalité parce qu'il y a énormément de films qui jouent avec ça aujourd'hui. Et je trouve que tout le temps renouveler quelque chose en cinéma, ça jouait avec l'idée de la temporalité. Donc pas nécessairement avec, toujours avec, on est dans une expansion d'image incroyable et exactement dans ce genre de comment je peux dire, une séduction, c'est quand même, c'est très séduisant, tous ces effets qu'on peut, entre autres grâce à la technologie, avoir aujourd'hui. Mais je pense que j'avais l'impression toujours que chaque cinéaste sérieux était toujours quand même penché sur cette question comment raconter une histoire, comment travailler la question de la temporalité ou cette extension de la temporalité aussi. Exact. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, tous les études du cinéma sont quasiment, à part la dernière étape, si on veut le projeter sur pellicule, sont électroniques. Donc, captation, synchronisation, appareil de tournage, post-production, c'est les mêmes outils qu'on soit en vidéo ou en cinéma, puis on arrive à la pellicule à la fin si on veut décider de faire du film. Dans un festival de cinéma, en ce moment, je vois les rencontres, surtout un festival de documentaires, je dirais que 80 à 90% des œuvres sont en vidéo maintenant. Donc, c'est un peu ça l'avenir aussi. Il y a une numérisation du cinéma, de ce qu'on va appeler le cinéma. Et ça, je pense que c'est la pellicule va rester pour des puristes qui veulent faire un travail de texture, une expérience particulière. Mais la grande majorité, à cause des coûts inhérents, la grande majorité des productions vont être de plus en plus sous forme électronique. Ça, c'est sûr que c'est une des tendances très très fortes disons, technique qui se profile à l'horizon. Déjà, les grandes œuvres hollywoodiennes sont diffusées dans les grands cinémas, déjà à Montréal. Tu peux le voir en DLP ou en 35. C'est marqué DLP, ils n'osent pas dire HD, mais, parce que les trois quarts sont pas en vrai HD, mais déjà dès qu'on voit HD, c'est en vidéo, puis il n'y a presque plus de différence d'ailleurs dans la qualité de l'image, c'est troublant. Donc c'est devenu un art hybride, je sais pas. Il n'y a plus de différence comme ça a eu lieu dans avec les troubles de texture d'image dont on parlait tous, à la limite dans nos communications. C'est en train de disparaître justement avec l'accès à la haute définition. Donc c'est un autre monde qui est en train de naître, je pense. Sur le plan de la technologie, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même une différence dans ce qu'on cherche finalement. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette mise en espace aussi, parce que pour moi, en tout cas, je pense que pour beaucoup de gens en art visuel, c'est quand même un élément très important. L'espace, on l'utilise toujours comme un élément intégral finalement de ce qu'on est en train de construire. Et je trouve que c'est probablement ça la différence. En tout cas, pour moi, c'est... Exact.
En tout cas, je ne sais pas, ça dépend beaucoup de points de vue, mais moi j'ai l'impression que pour les gens, d'ailleurs c'était ça mon propos, je trouve que l'histoire, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui sont vraiment plasticiens, même quand ils utilisent la vidéo, l'histoire c'est quelque chose qui compte moins. J'avais tout le temps l'impression que finalement on peut filmer n'importe quoi pour se rendre à un genre de réflexion visuelle qui fonctionne comme un ensemble des éléments visuels. Et dans ce sens, quand j'ai parlé aussi de ce arrêt de temps, je suis d'accord avec Fabrice dans le sens que pour moi aussi, l'installation, le travail installatif en vidéo, ça fonctionne plutôt comme une image, presque comme une photographie, à la différence de cinéma. Oui, pour moi, ça fonctionne beaucoup, l'image photographique, en tout cas, et je pense que j'ai discuté quand même avec beaucoup de gens en art visuel, et je pense que pour beaucoup de monde, c'est ça à peu près, c'est ça notre intérêt. Donc, pas vraiment rentrer dans la narration, mais dans un genre de réflexion visuelle, complètement déconnectée de quelconque histoire, mais vraiment avec une insistance sur ce genre d'équilibre et déséquilibre sur le plan purement visuel. Un artiste que je trouve très intéressant qui est apparu ces dernières années, c'est un cinéaste avec ma collègue Geneviève Allard, dont on partage l'intérêt. C'est un cinéaste belge qui s'appelle Nicolas Provost et qui, lui, travaille l'expérimentation non pas dans l'image, mais dans... Il attaque, il questionne, il utilise comme matériau le procédé narratif propre au cinéma. C'est-à-dire qu'il crée des œuvres de suspense incroyables qui nous font battre le cœur, qui nous prennent où il ne se passe absolument rien. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'il travaille à la fois en installation et en court-métrage. Donc, ses œuvres sont diffusées dans des festivals de court-métrage. Ils sont faits avec des moyens techniques assez considérables. Son film qu'il a tourné à Times Square, c'est tourné en... C'est de la grosse image, là, je veux dire, c'est du gros moyen de cinéma. Donc, il utilise le discours du cinéma en nous faisant croire qu'il va se passer quelque chose pendant 15 minutes, mais il ne se passe absolument rien, mais on est passé par toutes sortes d'émotions, on a inventé 15 scénarios, juste par le travail de son, de musique, de cadrage, de positionnement des comédiens, d'expression faciale. Il réussit à nous faire passer des émotions dans le vide, c'est-à-dire avec du vide, absolument, il ne se passe absolument rien, mais en même temps, il se passe plein de choses devant la caméra, mais les gens dont c'était l'enjeu d'être là devant la caméra, pour eux, il ne s'est rien passé. Et pour nous, finalement, non plus. Et donc, lui, il questionne vraiment très fort le discours hollywoodien. Et il crée une expérimentation avec la façon d'écrire des histoires en nous disant, je ne vous ai rien raconté, bande de crétins. Et donc, pour moi, ça, c'est une voie vraiment intéressante de critique du langage, en même temps, en utilisant les mêmes outils qu'Hollywood. Mais moi, c'est quelqu'un qu'on a diffusé au festival 2 années de suite, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un dans les gens qui, à mon avis, brassent la cage et proposent une nouveauté, en tout cas. Ça, c'en est un, certain. Et ces œuvres sont à la fois en installation et à la fois en court-métrage. Donc, ils gagnent des prix à Clermont-Ferrand, par exemple, mais aussi les présenter dans les galeries, dans les musées, comme un installateur d'art visuel. Mais à cause de son travail hybride et extraordinaire, il est célébré dans les deux mondes. C'est bon pour avoir des subventions, oui, de deux côtés. Si je peux me permettre un commentaire, il y a des artistes comme ceux-là qui font le pont entre les deux disciplines, mais pour moi, c'est deux mondes tellement différents. Le 15 minutes que j'ai passé devant le film de Guy Edouin hier soir et le 15 minutes que j'ai passé dans la galerie de la bande vidéo devant Conversation avec Goya, c'est-à-dire une installation vidéographique, c'est deux expériences diamétralement opposées. Vous utilisez les mêmes outils. Guy Edouin avait une caméra à l'épaule et Branca aussi, mais... C'est deux choses complètement différentes ici. C'est-à-dire, je peux juste répondre que j'ai toujours misère avec les journalistes qui me posent la question c'est quoi l'histoire finalement ou c'est quoi le message. J'ai toujours misère avec ça parce qu'en effet, je ne travaille pas ni avec l'histoire ni avec le message.
Et je ne suis pas en train de créer une histoire, un message. C'est une déconstruction et la construction en même temps qui m'intéresse. Et surtout pour moi, un travail sur les différents fonctionnements de la temporalité. Et en ce qui concerne la conversation avec Goya, c'était un rapport entre l'image fixe, qui est pour moi très proche de la vidéo, donc la peinture et aussi photographie. Comme j'ai déjà mentionné, je ne me suis jamais aventurée en cinéma parce que je trouvais ça tellement complexe, mais ça m'attire un jour peut-être. Mais en même temps, je dois avouer que j'aime beaucoup la narrativité et je ne connais pas le travail de Provost. En tout cas, mais je vais me renseigner parce que je trouve qu'en effet, c'est une façon intéressante d'aborder la narrativité. Et souvent, je pense que les situations qui ouvrent dans la création sont là où on commence à déconstruire dans une position assez paradoxale où on va, en amenant une nouvelle qualité, finalement déniveler. Parce que pour moi, la question de n'importe quel médium, c'est d'établir exactement les possibilités et les limites de médium. Parce que je pense que quand on établit les limites, il y a toujours une possibilité pour le dépassement de limites. Et dans ce sens, je trouve que c'est le travail intéressant. Je ne le connais pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour suivre? Ben oui, hein, je pense que... Ah, à juger! Bon, ben voilà, c'était notre réflexion sur la narrativité, les structures de narration dans la vidéo et le cinéma. Merci infiniment de votre passage. Merci.